Et donc on va finir en effet sur les questions d'épuration, les questions de stratégie d'épuration et cette relation avec la balance hydrosodée. Alors on est dans la plupart des cas dans un contexte où on a malheureusement un échec des stratégies médicales classiques, c'est-à-dire avec des diurétiques de Lens par exemple. J'ai des conflits d'intérêts avec le ministère de la Santé et de la Recherche, puisque je reçois des financements, mais je n'ai aucune relation avec l'industrie du rein artificiel. Alors, c'est vrai qu'on l'a vu au cours de cette session, quand on parle d'optimiser la balance hydrosodée, c'est compliqué. Hein. Est-ce que d'ailleurs, il faut vraiment l'optimiser? Bon, c'est une question. Dans quel but? C'est quoi mon objectif? Est-ce que le matin, quand je fais la visite, je me dis il faut que j'optimise la balance hydrosodée parce que je n'ai pas d'autre chose à faire? Chez quel patient? Est-ce qu'il y a des patients, en effet, personnaliser un peu la réponse? Et puis comment? Est-ce que ça passe par moins de remplissage? Est-ce que ça passe par plus d'ultrafiltration, de diurétique de Lens? C'est des questions du quotidien. Et puis, comme l'a souligné Jacques, optimiser, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai beaucoup de questions quand je vois le titre de mon topo. Mais je vais essayer quand même d'y répondre. Et la première diapositive que je vous montre, qui a déjà été un petit peu montrée, c'est que quand on regarde cette étude, qui est une analyse très importante et qui a beaucoup fait parler de l'état hydrosodé des patients juste avant d'être épurés, vous apercevez que c'est assez linéaire. Plus il y a de l'accumulation de fluide avant l'épuration, eh bien plus il y a une mortalité élevée chez nos patients. C'est une association. Il n'y a pas de lien de causalité, néanmoins l'association, vous voyez, est assez intéressante et vraiment rectiligne, je dirais. Alors, la balance des fluides, il y a de la théorie, beaucoup de théorie, et puis il y a la pratique, et autant vous dire qu'il y a une vraie différence entre la théorie qu'on nous vend et la pratique. Donc si on veut être des médecins qui se centrent sur la question de la balance des fluides, on pourrait dire qu'il y a un endroit où il y a une balance des fluides optimale, c'est la fameuse optimisation de la balance des fluides, et dès qu'on serait un petit peu à droite, on serait dans l'excès avec des problèmes, pas uniquement respiratoires d'ailleurs, mais peut-être d'échec d'un certain nombre de problèmes pharmacologiques. Et puis si on était en dessous, là aussi les résultats seraient moins bons pour nos malades parce que ils seraient hypovolémiques et donc des outcomes qu'il faudrait définir, peut-être pas que la mortalité, seraient mauvais. Alors il y a vraiment probablement deux extrêmes. Il y a le patient extrêmement en surcharge et le patient qui est malheureusement déshydraté, on va dire, ou alors extrêmement vide, hypovolémique. Et dans ces deux situations extrêmes, eh bien oui, la balance hydrosodée probablement a un impact sur la survie. Alors l'OAP de surcharge, par exemple, alors je parle de malades qui sont réellement en OAP de surcharge et on le sait maintenant depuis longtemps, ça fait partie des indications de débuter l'épuration extra-rénale lorsque cette OAP de surcharge est résistant aux diurétiques. C'était dans les recommandations KDIGO de 2012, mais ça date de bien avant. Et quand on regarde l'essai ELAINE, qui est un essai, une étude monocentrique, un essai randomisé sur deux stratégies d'épuration extra-rénale, une précoce et une tardive, eh bien, dans cette étude-là, de très nombreux malades avaient justement un œdème pulmonaire de surcharge avec beaucoup de surcharge hydrosodée. C'était des patients issus pour beaucoup de chirurgie cardiaque. Et en effet, chez ces malades-là, eh bien, il y a un impact sur la mortalité des stratégies d'épuration extra-rénale avec une préférence pour des stratégies précoces. En effet, ces malades-là doivent être épurés rapidement et on doit leur faire de l'ultrafiltration. Ça avait abouti à ce que Norbert Lammert, qui était anciennement éditeur de Nephrology, Dialysis and Transplantation, dise que dans cet essai-là, on avait regardé si retarder l'épuration chez des malades qui en avaient vraiment besoin avait un intérêt. La réponse est oui, c'est démontré, il faut commencer chez ces malades-là. De l'autre côté, à l'opposé de cette situation-là, on a les patients qui ont eu trop d'ultrafiltration. Et ça aussi, on le sait maintenant grâce à cette analyse secondaire de l'étude rénale dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, dans cette analyse secondaire, on a regardé l'ultrafiltration, c'est-à-dire le volume de fluide enlevé chaque heure.
Et il y a globalement dans cette étude beaucoup de données. Il y a presque 1500 patients en réanimation qui reçoivent de l'épuration extra-rénale. Et l'objectif était de corréler cette ultrafiltration, cette perte de poids patient à la mortalité à 90 jours. Le résultat, c'est que quand on fait 3 groupes, c'est-à-dire ceux qui ont perdu peu de poids, ceux à qui on a fait perdre moyennement du poids et ceux à qui on a fait perdre beaucoup de poids, eh bien, quand on compare les deux groupes extrêmes, peu de perte de poids versus beaucoup de perte de poids, il y a une vraie différence de mortalité et qui est en défaveur d'une stratégie d'aller enlever du poids à non malades absolument. Donc vous voyez, pour des niveaux qui ne sont pas si élevés que ça, le troisième tertile du côté augmentation de la perte de poids, c'était 1,75 ml/kg, ce qui n'est pas si élevé que ça. Alors, maintenant, que disent les essais thérapeutiques, les essais randomisés, qui s'affranchissent d'un certain nombre de biais qu'on a vus dans les études observationnelles. Et ces essais randomisés sur le timing de l'épuration peuvent probablement nous donner un certain nombre de données importantes et d'informations. Et en effet, quand on revient à la base de ces questions-là, à la base du rationnel de ces études, l'élément en faveur de commencer tôt l'épuration extra-rénale en réanimation, un des éléments, c'est de contrôler la balance hydrosodée. Et ça fait partie probablement de l'hypothèse. Il y a d'autres intérêts, je les ai listés ici. Bon, il y a des éléments plutôt qui vont contre, et ça c'est bien sûr des choses que vous connaissez, c'est les effets secondaires de cette technique-là, les cathéters, les infections, les hypotensions pendant les sessions, puisque ça on a l'habitude, que ce soit d'ailleurs en continu ou en intermittent, les problèmes métaboliques, et puis bien sûr le coût, qui est loin d'être un détail à mon avis, à la fois le coût financier, mais également le coût environnemental qu'il faut maintenant prendre en compte. Et donc la question de ces études-là, qui comparaient précoce-tardive, c'était de savoir si, bien sûr en l'absence de critères d'initiation immédiate, donc notamment l'OAP de surcharge, mais aussi l'hyperkaliémie réfractaire au traitement et l'acidose métabolique réfractaire au traitement médical classique, est-ce qu'on peut attendre ? Il y a eu de nombreuses études qui ont été publiées sur le sujet ces dernières années, l'étude Akiki, l'étude Ideal ICU, l'étude Start Aki, sur environ 5 ans, on a eu énormément de résultats. Dans l'essai Akiki, 620 patients étaient randomisés entre 2 stratégies précoces et stratégies tardives. C'était des malades de réanimation, ils étaient ventilés, ils recevaient des catécholamines, ils avaient un stade d'insuffisance rénale aiguë qui était le stade 3 de la classification de KDIGO, donc le plus élevé. Et la comparaison était assez simple. Une fois que KDIGO 3 est apparu chez ces malades-là multidéfaillants, donc G pur, c'est la stratégie précoce dans les 6 heures qui suivent l'apparition du KDIGO 3, ou alors j'attends d'autres indications. Vous reconnaissez ici les 3 premiers qui sont les critères, bien sûr, d'urgence, et 2 critères de sauvetage, on va dire, enfin de sécurité, qui étaient l'oligoanurie de plus de 3 jours et l'urée supérieure à 40 mmol par litre. Résultat des courses, eh bien, ces 2 stratégies sont très différentes, en particulier sur l'utilisation de l'épuration extra-rénale, puisque 50% des patients dans le bras tardif ne sont finalement pas épurés, et ce, sans aucun effet sur la mortalité observée dans cette étude-là. C'est la même chose dans l'essai Ideal ICU. On retrouve exactement les mêmes résultats. C'est la même chose dans une méta-analyse sur données individuelles qui était publiée en 2020 avec près de 1800 patients qui montrent exactement la même chose. On aurait même pu en faire une méta-analyse sur données individuelles de non-infériorité des 2 stratégies. Par contre, 40% de malades qui ne sont pas épurés dans des stratégies tardives, ce qui fait une grosse différence. Et finalement, un peu plus récemment, la plus grosse étude, START-AKI, qui est une étude multicentrique internationale avec près de 3000 malades, qui montre exactement la même chose que ce que je vous ai montré précédemment. Tout ça conduit à ce qu'on peut maintenant affirmer de manière assez solide, avec de l'évidence, que chez des patients qui sont en insuffisance rénale aiguë sévère en réanimation et en l'absence de critères d'urgence dont on a parlé tout à l'heure, eh bien on peut attendre jusqu'à quand, ce n'est pas le débat du jour, mais on peut attendre au moins 2 à 3 jours avec un haut niveau de preuve. Alors je vais vous poser une question, puisqu'on est à la fin de la session, je vais vous proposer de partager un peu ça. Est-ce que vous pensez qu'il existe une différence de balance hydrosodée entre la stratégie précoce
entre une stratégie précoce et une stratégie tardive classique? Qui pense que oui? D'accord? Donc il y a un certain nombre de personnes qui pensent que oui, qui pensent que non. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est étrange, parce qu'il y a vraiment deux stratégies différentes. Il y en a une où vraiment on met en place l'épuration tardivement, finalement, même ceux qui sont épurés, puisque, encore une fois, un certain nombre ne sont pas épurés, ceux qui sont épurés, ils sont épurés au bout de 2 jours, 3 jours parfois. Et bien la réponse est non. En tout cas, dans ce qu'on a de la littérature, on avait montré ça chez des patients en ARDS ou chez les patients en choc septique, eh bien on ne voit pas de différence quand on fait le bilan entrée-sortie sur 2 jours ou quand on le fait sur 7 jours. C'est très étonnant. Mais en fait, il faut aller un petit peu plus dans le détail, parce qu'il n'y a pas que l'ultrafiltration, et c'est probablement ces diapositives qui sont les plus importantes dans mon topo. Si vous regardez la durée cumulée sur 2 jours, ça fait beaucoup, ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de manier, on fait en général sur 24 heures. Quand on fait la visite le matin, combien il a pissé sur les 24 dernières heures? Là, je vous parle de 2 jours, parce qu'on prend des malades qui sont quand même graves, ils sont en insuffisance rénale aiguë, pour beaucoup, ils pissent assez peu. Donc, si vous regardez la durée cumulée sur 2 jours entre les 2 stratégies, précoce et tardive, vous avez une vraie différence. C'est étrange parce qu'entre les 2 stratégies, il y a, en tout cas, je vous le concède, pendant les 2 premiers jours, pas d'utilisation de diurétique. 994 ml dans le bras précoce, près de 1800 dans le bras tardif. Et ceci est associé à la fonction rénale à long terme. Par contre, si vous regardez la perte de poids patient, qu'est-ce que font les docteurs? C'est simple, hein, quand vous leur donnez une machine, ils l'utilisent. Et quand ils l'utilisent, et quand en plus on leur dit que la surcharge hydrosodée, c'est très mauvais pour la santé, que ça tue les gens, ils ont tendance à enlever un petit peu de fluide dès qu'ils peuvent le faire, dès qu'ils pensent pouvoir le faire. Et quand vous regardez l'ultrafiltration sur 48 heures entre les 2 stratégies, eh bien là, vous avez près de 800 ml dans le bras précoce. Normal, la machine est là, elle est branchée, ça va. Et très peu dans le bras tardif, puisque peu de malades sont branchés dans les 2 premiers jours, mais il y a quand même 208 ml. Si vous additionnez les 2, vous allez vous retrouver avec le cumul de ce qui sort du malade. Je ne parle pas des pertes insensibles, des pertes vraiment sensibles. Et bien vous apercevez que là, il n'y a pas de différence. Sauf que dans un bras, l'organe a fait la fonction, c'est le bras tardif, le bras conservateur, on va l'appeler comme ça si vous voulez. Et dans le bras précoce, c'est plus la machine qui a fait son effet. Et on pense désormais que ces stratégies précoces qui visent en fait à remplacer finalement une partie de la fonction du rein du malade, qui persiste, eh bien, agit comme une seconde agression sur la fonction rénale, d'où l'émergence d'un nouveau concept, qui est l'Artificial Kidney Induced Kidney Injury, qu'on a discuté encore récemment dans certains journaux. Et ce concept, il a été solidifié, confirmé par l'essai Startaki, qui montre que les stratégies précoces, donc dans le plus gros essai randomisé sur le sujet, sont associées à des séquelles rénales, puisque 10% des patients dans le bras précoce sont dépendants à l'épuration après 90 jours. Donc 90 jours, ce n'est pas parce que vous avez tardé à le sevrer. 90 jours, vous êtes passé de la maladie rénale aiguë à la maladie rénale chronique. C'est la limite entre les deux. 10% dans le bras précoce contre 6% dans le bras tardif, ce qui vous montre donc que ces stratégies précoces qu'on n'utilise plus, encore une fois, eh bien, sont associées à des outcomes rénaux moins bons, et ceci, par rapport à ce que je vous ai montré précédemment, très probablement parce qu'on fait de la perte de poids patient. En tout cas, c'est une des hypothèses qu'on peut fournir. Alors, le SDRA, dans tout ça, qui est un peu au centre de nos prises en charge de nos malades en réanimation multidéfaillants, ils ont souvent une atteinte respiratoire grave. Alors, je me suis fait plaisir, je vous ai mis un papier de 1959, mais alors ce papier, il faut absolument le lire, il est fabuleux. Guyton, qui montrait que... donc vous avez en fait sur cette diapositive les pressions gauche, je vous les montre ici, et ici, vous avez en gros l'œdème pulmonaire. Et 2 types d'animaux, parce que c'est des animaux, c'est des brebis qui ont été brûlées, donc plus vous brûlez une brebis, plus elle fait un SDRA. Donc dans un poumon normal, vous voyez qu'il faut monter quand même à des pressions gauches assez élevées pour commencer à augmenter l'eau pulmonaire, cette fameuse eau pulmonaire qui nous inquiète. Par contre, dès que vous êtes sur des pressions
on va dire, moyennement élevé et que votre poumon est malade, que vous avez une lésion de la barrière alvéolo-capillaire, eh bien oui, tout de suite, il y a un œdème pulmonaire, et c'est ça le SDRA, et c'est pour ça que probablement il faut garder ces malades, comme on le dit, au sec. Manon a montré tout à l'heure le résultat de l'essai FACT en 2006, important, hein, dans l'acute lung injury. Est-ce qu'il faut faire plutôt sec ou humide? S'il faut faire plutôt sec, quand même, les résultats sont plutôt là. Mais pour nos malades en insuffisance rénale aiguë, et qui vont éventuellement avoir une indication d'épuration, et qui sont en SDRA, est-ce qu'il y a un impact des stratégies d'épuration? Parce que là, peut-être chez ces malades-là, il va y avoir un impact, parce qu'on va faire un peu d'UF très tôt, et donc on va les garder plutôt très secs. Vous avez vu qu'on a 207 malades dans cette étude-là. C'est une analyse secondaire d'Akiki et de l'essai randomisé. Et le résultat, c'est que la mortalité, en tout cas, n'est pas différente. Mais la mortalité, ce n'est pas le plus important. Et ça, je sais que le professeur Vincent partage cet avis-là avec moi. Regardons juste le temps entre la randomisation et l'extubation. Eh bien, il n'y a pas de différence. Donc, si vous voulez épurer vite, parce que vous pensez que votre malade il va pouvoir en bénéficier sur le temps de ventilation, la réponse est non. Et donc ce sera ma dernière diapositive en pratique et qui finalement reprend un certain nombre de choses qu'on a discutées. Au début, dans les 24-48 premières heures, la phase un peu chaude de la réanimation, quand tout va mal, moi je pense qu'il ne faut rien faire. Il ne faut pas faire d'épuration, sauf quand vous n'avez vraiment pas le choix. Il ne faut pas faire d'ultrafiltration. Il faut utiliser des stratégies plutôt conservatrices de remplissage vacuolaire avec tout ce qui a été montré aujourd'hui par les orateurs de cette session. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas encore sevré les catécholamines? On ne sait pas. On en a discuté, on ne sait pas trop. Nous, on a des données qu'on va bientôt publier qui montrent qu'en tout cas, je vous le dis, les réanimateurs commencent de la déplétion, que ce soit de l'ultrafiltration ou des diurétiques, avant le sevrage des catécholamines pour les patients en choc septique. Est-ce que c'est bien? L'impression que j'avais, c'était probablement ça ne faisait pas grand-chose. Les résultats, je vous les montrerai peut-être plus tard, ils sont plutôt mauvais. De commencer tôt, en tout cas, n'est probablement pas bon. Après le sevrage, bien sûr, il faut faire de l'ultrafiltration, parce que parfois on en a besoin quand les diurétiques ne fonctionnent pas. Il faut adapter ça à des objectifs de tolérance, et des objectifs aussi que vous avez. Est-ce que c'est pour extuber ou est-ce que finalement le malade n'en a pas trop besoin? Le continu et l'intermittent, les deux peuvent s'utiliser. J'aurais juste comme message, ça ne sert à rien d'aller vite dans ces conditions-là. Donc ne dépassez pas 500 ml/h quand vous êtes en intermittent. Et je pense que sur la continue, faire 150, 200 ml/h, selon vos objectifs, peut suffire. Je vous remercie.